Le courriel est arrivé à 6h02 précise, guillotine numérique et stérile qui a tranché la joie de ma fille du reste de son enfance. Il venait de Mess Harrison, le directeur de l'école préparatoire de Northwood, un homme dont le sourire était aussi coûteux et creux que la dernière campagne de financement de l'école. Ces mots étaient un chef-d'œuvre de bureaucratie condescendante. « Chère Madame Thompson », commençait-il, faisant l'impasse sur la chaleur de mon prénom. Suite à un examen attentif des récents événements, la direction a pris la difficile décision de redistribuer le rôle principal pour le spectacle d'hiver. Bien que nous apprécions l'enthousiasme de Lily, son récent comportement perturbateur ne peut être ignoré. Cette décision est définitive et non négociable. Nous sommes convaincus que vous soutiendrez l'école dans cette démarche et que vous aiderez à gérer les attentes de votre fille. Il ne l'a pas bannie, il l'a effacée. Il n'a pas proposé de conversation, il a rendu un verdict. Et dans cette prose froide et méprisante, il a révélé sa faille fatale, la croyance arrogante qu'il détenait tout le pouvoir, que je n'étais qu'une mère de plus qu'il pouvait apaiser avec du jargon d'entreprise. Il n'avait aucune idée qu'il ne mettait pas seulement fin au rôle de ma fille dans une pièce de théâtre scolaire. Il me distribuait dans un nouveau rôle, un rôle pour lequel j'étais née, celui de la metteuse en scène de sa chute. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. Je fixais l'écran, le curseur clignotant patiemment à côté de son nom tapé, un minuscule battement de cœur numérique égrenant les secondes de sa carrière. La colère vint en premier, un flash blanc et brûlant qui fit tinter mes oreilles. Mais ensuite, autre chose m'envahit, quelque chose de froid et de familier. C'était le clic discret d'une serrure qui se verrouille, la mise en place d'une machine finement réglée se préparant à faire son travail. Avant d'être une mère engagée dans l'association de parents d'élèves, avant que mon monde ne tourne autour des ventes de gâteaux et des plannings de covoiturage, j'étais Clara Thompson, experte comptable judiciaire senior, pour un cabinet spécialisé dans le démantèlement des combines frauduleuses et complexes d'hommes très puissants et très arrogants. J'ai passé 12 ans à apprendre que l'ego laisse toujours une trace. Des hommes comme Harrison se croient les architectes de grands dessins, mais ce sont de piètres constructeurs, laissant derrière eux un fatras de reçus, de factures et d'empreintes numériques. J'avais mis cette vie de côté pour en construire une autre, plus douce, pour ma fille Lily. Je l'ai regardée mettre tout son cœur dans cette pièce pendant 3 mois entiers. Elle répétait ses répliques jusqu'à ce qu'elles fassent partie de son ADN, elle pratiquait ses chansons sous la douche, en voiture, dans son sommeil. Elle rayonnait d'une passion qui illuminait toute notre maison. J'observais également M. Harrison depuis son arrivée en août, un tourbillon de costumes élégants et de mots à la mode. J'avais noté sa servilité envers les méga-donateurs et son air dédaigneux avec tous les autres. J'avais vu la façon dont la professeure de théâtre, Madame Albright, une femme au talent médiocre et à l'ambition sans bornes, tournait autour de lui comme une lune en mal d'attention. J'avais catalogué les petites offenses, les conversations chuchotées qui cessaient quand j'entrais dans une pièce, la façon dont Amelia Albright, la fille de la professeure, obtenait soudain un traitement de faveur. Je n'avais pas su quelle histoire ces détails racontaient, mais ma formation m'obligeait à les classer. Maintenant, grâce à son courriel parfaitement rédigé, j'avais le dernier chapitre. Je n'étais plus seulement une mère, j'étais une auditrice. Et les comptes de M. Harrison étaient officiellement ouverts pour inspection. L'incident qui était censé avoir déclenché tout ce gâchis était d'une insignifiance risible, un témoignage de leur désespoir. Lors d'une répétition mardi dernier, Lily avait poliment fait remarquer que le placement que Madame Albright lui avait indiqué était physiquement impossible. Elle ne pouvait pas sortir côté jardin et saisir simultanément un accessoire côté cour dans les 3 secondes allouées. Lily, toujours prompte à résoudre les problèmes, avait suggéré une solution simple. Le visage de Madame Albright s'était crispé, une lueur de fureur dans ses yeux à l'idée d'être corrigée par une enfant de 10 ans. Le lendemain, Lily fut accusée d'être contestataire et peu coopérative, un récit rapidement soutenu par M. Harrison. J'ai demandé une réunion, bien sûr. J'y suis allée armée de logique et d'un esprit de collaboration, supposant qu'il s'agissait d'un malentendu. La réunion fut une pièce de théâtre calculée. Harrison était assis derrière son vaste bureau en acajou, un roi sur son trône, tandis qu'Albright était perché à ses côtés, telle une loyale courtisane. Ils utilisèrent des mots comme « développement holistique » et « maintien d'un environnement d'ensemble positif ». Ils me parlaient d'un ton lent et condescendant, comme si j'étais une simple d'esprit incapable de saisir leurs philosophies éducatives complexes. « Clara », avait dit Harrison,
se penchant en avant avec une feinte sincérité. Nous comprenons que ce soit décevant. Mais grandir, c'est aussi apprendre que nous n'obtenons pas toujours ce que nous voulons. La condescendance pure et simple de cette phrase était à couper le souffle. Je n'étais pas une idiote. J'étais une professionnelle hautement qualifiée avec un master en finance, et cet homme m'expliquait la déception comme si j'avais 5 ans. C'est à ce moment que mon objectif est passé de sauver le rôle de Lily à démanteler leur petit royaume corrompu. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise à la table de ma cuisine avec un bloc-notes neuf et un crayon bien taillé. La rage s'était refroidie et durcie en un objectif tranchant comme le diamant. Ils pensaient avoir discipliné ma fille. Ce qu'ils avaient fait en réalité, c'était réveiller un géant endormi. J'ai tracé une ligne au centre de la page. D'un côté, j'ai écrit Harrison. De l'autre, Albright. Sous leur nom, j'ai commencé à dessiner une carte, un réseau complexe de questions et de connexions. Ils avaient construit leur château de cartes en supposant que personne ne regardait de près. Ils étaient sur le point de découvrir ce que l'on ressentait lors d'un véritable audit judiciaire. Mon premier appel fut pour Sarah, ma seule véritable amie dans le bassin de requins de la politique de l'association des parents d'élèves. Sarah était avocate, actuellement en pause carrière pour élever ses jumeaux, et possédait une vision du monde glorieusement cynique. Je lui ai raconté le courriel et la réunion grotesque, et elle a sifflé à voix basse. « Bien sûr, dit-elle, sa voix dégoulinant de justification. Harrison est un narcissique classique avec un complexe de Dieu. J'ai vu son genre au tribunal des divorces une centaine de fois. Il pense que parce que tu fais des tartes au citron primé, tu n'es pas capable de penser complexe. » Sa validation fut un baume, mais son soutien une arme. « Quel est le plan, Clara? Et comment puis-je aider ?» Le plan était simple en concept, complexe en exécution. Phase 1. L'information. J'avais besoin de données, solides et irréfutables. J'ai commencé par mes propres dossiers. En tant que trésorière de l'AP depuis 2 ans, j'avais des copies des procès-verbaux de chaque réunion, de chaque proposition de budget, de chaque rapport financier. La plupart des parents trouvaient ces réunions fastidieuses. Je les trouvais éclairantes. Je me suis souvenu de Monsieur Harrison, lors de la collecte de fonds d'automne, se pavanant sur scène, vantant l'engagement de l'école envers les arts. « Et nous venons d'approuver l'installation d'une nouvelle grille d'éclairage, dernier cri pour notre théâtre », avait-il annoncé sous un tonnerre d'applaudissements. « Seulement le meilleur pour nos élèves de Northwood. » C'était mon fil conducteur, une dépense en capital imprévue et coûteuse. J'ai expliqué mon point de départ à Sarah. « J'ai besoin que tu sois mes oreilles, dis-je. Parle aux gens. » Les professeurs mécontents, les assistants bavards, les parents qui ont aussi été snobés. J'ai besoin de rumeurs, de chronologie, de chuchotements. Je m'occuperai de la piste papier. Pendant que Sarah commençait sa subtile campagne de reconnaissance sociale, je rédigeais mon premier document officiel. Ce n'était pas une lettre de colère. C'était une série de demandes d'accès aux documents administratifs, parfaitement formulées et juridiquement solides, soumises au district scolaire, exigeant tous les contrats, factures et registres de paiement liés à la rénovation du théâtre. C'était sec, bureaucratique et absolument terrifiant si vous aviez quelque chose à cacher. Je l'ai signé non pas en tant que maman de Lily, mais en tant que Clara Thompson, experte comptable, un détail petit mais significatif. La partie avait commencé. Les documents sont arrivés 1 semaine plus tard dans une grande enveloppe Kraft, déposée sur mon porche avec un bruit sourd et sans cérémonie. Pour un bureaucrate comme Harrison, ignorer une demande d'information formelle était un risque plus grand que de s'y conformer. Il a probablement supposé que je ne saurais pas quoi faire de l'épaisse pile de papier à l'intérieur. Il avait tort. J'ai étalé le contenu sur la table de ma salle à manger, l'odeur de tonnées et de papier recyclé emplissant l'air comme le parfum de la bataille. Pendant 3 jours, j'ai vécu dans ces données. J'ai recoupé les numéros de bons de commande avec les postes budgétaires, j'ai fait correspondre les factures aux talons de paiement. C'était surtout des choses standards et ennuyeuses, jusqu'à ce que j'arrive à l'éclairage du théâtre. Le fournisseur était une société dont je n'avais jamais entendu parler, Prestige Theatrix LLC. La facture s'élevait à 250 000 $, un chiffre qui dépassait d'au moins 100 000 $, le prix du marché, pour un système de cette taille. Mon pouls s'est accéléré. C'était ça, la brique qui bougeait dans le mur. J'ai basculé sur mon ordinateur portable et j'ai commencé à creuser sur Prestige Theatrix. L'entreprise n'avait pas une grande empreinte numérique, ce qui était un signal d'alarme en soi. Une recherche rapide dans la base de données du registre du commerce de l'État m'a donné tout ce dont j'avais besoin. Prestige Theatrix LLC
avait été constituée 4 mois auparavant à peine. Elle n'avait pas d'adresse publique au-delà d'une boîte postale dans un État voisin. Et son agent agréé, l'individu légalement responsable de l'entreprise? Un homme nommé David Finch. Ce nom ne me disait rien, alors j'ai fait ce que tout enquêteur moderne fait. Je me suis tournée vers les réseaux sociaux. Il m'a fallu moins de 5 minutes de recherche sur le profil Instagram ostentatoire de M. Harrison pour le trouver. Là, posté 2 mois auparavant, se trouvait une photo de notre estimé directeur lors d'un barbecue d'été, le bras passé familièrement autour des épaules d'un homme souriant. La légende disait « Un week-end fantastique en famille. Tellement génial de retrouver mon brillant beau-frère, Dave, David Finch. Dave. » Mon souffle s'est coupé. Ce n'était pas juste une brique qui bougeait, c'était un bâton de dynamite enfoncé dans les fondations. Il blanchissait l'argent de l'école par le biais de sa propre famille. Et il était si arrogant, si certain de son propre statut intouchable, qu'il avait lui-même posté la preuve aux yeux du monde entier. Maintenant que j'avais la preuve de la malversation financière de Harrison, je devais comprendre le rôle de Madame Albright. Pourquoi était-elle si profondément complice? Était-ce juste pour que sa fille obtienne le rôle principal dans une pièce de théâtre scolaire? Cela semblait une récompense dérisoire pour un risque aussi important. Mon alliée, Sarah, a fourni la pièce suivante du puzzle. Elle avait pris un café avec une ancienne assistante administrative de l'école, une femme qui avait été remerciée, sans ménagement, par Harrison 2 mois auparavant, et qui bouillonnait de ressentiment. La femme a confirmé les soupçons de Sarah. « Oh, ils sont clairement ensemble », lança-t-elle d'un ton sec, en remuant son latte avec vigueur. Monsieur Harrison et Madame Albright. Ils ont des réunions stratégiques hors site, au moins 1 fois par semaine. Ils partent séparément et reviennent des heures plus tard. Tout le monde le sait, mais personne ne dit rien, ils contrôlent tout. Une liaison. C'était un motif sordide et prévisible, mais il expliquait cette loyauté inébranlable. Maintenant, je devais le prouver. Obtenir des preuves directes serait impossible sans engager un détective privé, une limite que je n'étais pas prête à franchir. Mais j'étais une experte comptable judiciaire. Je savais que la vie des gens, leurs mouvements, leurs secrets, tout était écrit dans les données. J'ai commencé par le calendrier scolaire et je l'ai recoupé avec leurs réseaux sociaux. Début octobre, Harrison et Albright s'étaient tous deux absentés pendant 3 jours pour assister à ce qu'ils appelaient séparément une conférence sur le leadership éducatif à Boston. Une recherche rapide a révélé que la conférence en question avait été annulée en raison d'un faible nombre d'inscriptions. Intéressant. J'ai ensuite approfondi mes recherches, en utilisant des techniques de recherche avancées sur diverses plateformes de médias sociaux, à la recherche de publications publiques géolocalisées à Boston pendant cette fenêtre spécifique de 3 jours. C'était comme chercher une aiguille numérique dans une botte de foin, mais après des heures à faire défiler des photos de touristes et des publications culinaires, je l'ai trouvée. Une blogueuse lifestyle avait posté une série de photos d'un restaurant italien chic du North End de Boston. Et là, à l'arrière-plan d'une photo de son cannoli, floue mais reconnaissable, se trouvaient Harrison et Albright. Ils étaient assis à une petite table intime, riant, une bouteille de vin entre eux. Ce n'était pas juste une réunion. C'était un dîner romantique, à des centaines de kilomètres de chez eux, le tout sur le temps de travail de l'école. Le scandale personnel était maintenant confirmé. Avec la fraude financière et la liaison établie, je devais relier les points. La liaison expliquait la loyauté de Madame Albright, mais elle n'expliquait pas entièrement sa participation à un système de pots de vin d'250 000 $. Il devait y avoir plus pour elle qu'un petit ami puissant et un rôle principal pour sa fille. Je suis retournée à la pile de documents de ma demande d'information, cherchant cette fois la signature d'Albright. Je l'ai trouvée sur le formulaire d'évaluation des besoins du département, la demande officielle qui a initié le projet de rénovation du théâtre. Elle avait ardemment argumenté par écrit sur la nécessité du système d'éclairage le plus avancé disponible pour libérer le potentiel des élèves. Plus important encore, j'ai trouvé sa signature sur le formulaire d'approbation du fournisseur. À côté de 2 autres devis d'entreprise légitimes, et bien connus toutes 2 nettement moins chers, se trouvait le devis de Prestige Theatrix LLC. Madame Albright avait personnellement coché la case à côté de l'entreprise du beau-frère de Harrison et signé en bas, la recommandant comme le choix supérieur. Elle n'était pas seulement une bénéficiaire des retombées, elle était une co-conspiratrice active. La pièce finale s'est mise en place lorsque j'ai examiné le budget discrétionnaire du département de théâtre. Après l'approbation du système d'éclairage, Harrison avait autorisé une subvention spéciale et exceptionnelle de 50 000 $ au département de théâtre pour l'enrichissement du programme et des ressources.
Madame Albright, en tant que chef de département, avait l'autorité exclusive sur la façon dont cet argent était dépensé. C'était sa part. Une grosse récompense de 50 000 $ pour sa loyauté et sa signature, blanchie par le biais du budget même de l'école. C'était une boucle de corruption autonome et bien ficelée. Harrison obtient son pot de vin par l'intermédiaire de son beau-frère, Albright obtient sa récompense déguisée en subvention et sa fille obtient la vedette. Et la seule chose que cela leur a coûté, c'est le rôle de ma fille et 250 000 $ de l'argent de l'école. La toile n'était pas juste une toile, c'était un plan détaillé. Et j'en avais une copie. La semaine précédente, le spectacle d'hiver était empreint d'une tension festive et écœurante. Les couloirs de l'école étaient drapés de guirlandes et de flocons de neige en papier, une façade joyeuse pour la pourriture toxique que je savais se propager sous la surface. Ma fille Lily était silencieuse, la lumière dans ses yeux s'était affaiblie. Elle faisait bonne figure, mais je pouvais sentir sa peine comme une douleur physique dans ma propre poitrine. Cette douleur était mon carburant. Mon enquête était terminée. J'avais tout compilé dans 2 dossiers identiques. L'un était un fichier crypté et protégé par un mot de passe sur une clé USB. L'autre était un classeur méticuleusement organisé, avec chaque document, chaque capture d'écran et chaque état financier imprimé, annoté et protégé dans une pochette en plastique. C'était une œuvre d'art, une symphonie de leur chute. Mon plan n'était plus seulement de les démasquer. Il s'agissait de créer un moment de responsabilisation pure et inéluctable. Le divulguer à la presse ou au district scolaire était une option, mais c'était désordonné. Cela manquait de poésie. Harrison et Albright vivaient pour la performance et la perception du public. Alors je leur en donnerais une. Je ferais d'eux les vedettes de leur propre tragédie sur la plus grande scène qu'ils avaient, le gala annuel et la collecte de fonds de Northwood. Le gala avait lieu la veille de la pièce, une affaire scintillante où Harrison tiendrait sa cour, charmant des millions de $ des poches de parents fortunés qui lui faisaient implicitement confiance. C'était sa soirée pour briller, et j'allais être la machiniste qui ferait s'effondrer tout le décor autour de lui. En tant que trésorière de la paix, j'étais déjà programmée pour présenter un bref rapport financier. C'était généralement une affaire sèche de 5 minutes que la plupart des gens ignoraient. Cette année, ce serait l'événement principal. J'ai passé 2 jours à préparer ma présentation, un diaporama qui commençait par les profits des ventes de gâteaux et se terminait en ruine professionnelle. J'ai chronométré chaque diapositive, répété chaque phrase, ma voix calme et informative, l'image même d'une trésorière compétente et légèrement ennuyeuse. Il ne verrait rien venir. La salle de bal de l'hôtel du centre-ville était une mer de paillettes et de smokings. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude et dorée sur les parents assemblés, le gratin de l'élite de la ville. Harrison était dans son élément, se faufilant à travers la foule avec une coupe de champagne, son rire tonitruant, sa main serrant des épaules. Madame Albright était une ombre scintillante à ses côtés, sa robe un peu trop spectaculaire, son sourire un peu trop éclatant. Ils étaient le roi et la reine d'un royaume bâti sur des mensonges, et ce soir était leur couronnement. Moi, dans une simple mais élégante robe noire, je me sentais comme un assassin à un dîner d'État. J'étais invisible, juste un visage de plus dans la foule, et c'était mon plus grand avantage. Sarah m'a trouvé près des tables de l'enchère silencieuse. « Ça va » a-t-elle chuchoté, ses yeux balayant la pièce. « Tu as l'air terriblement calme. » Je lui ai adressé un petit sourire. « Je ne suis pas calme, » dis-je. Je suis concentrée. Ma première cible était M. Henderson, le président du conseil d'administration de l'école. C'était un homme décent mais surmené, un associé principal dans un grand cabinet d'avocats qui déléguait entièrement la surveillance quotidienne de l'école à Harrison. Je l'ai intercepté près du bar. « Monsieur Henderson, dis-je chaleureusement, Clara Thompson, c'est un plaisir de vous voir. » Il a souri en me serrant la main. « Clara, la magicienne du budget. J'ai entendu dire que vous avez collecté des montants records cette année. » « Nous essayons, dis-je avec une modestie étudiée. Mais vous savez, plus nous collectons, plus nous dépensons. J'étais justement en train de revoir les chiffres finaux pour mon rapport de ce soir, et je suis restée bloquée sur la rénovation du théâtre. La facture finale semblait, eh bien, significativement plus élevée que les projections initiales. J'ai dû égarer un formulaire de modification de commande. Je suis sûre que c'est juste mon erreur. J'ai observé son visage attentivement. Une petite ride de froncement est apparue entre ses sourcils. Il était avocat. Des coûts inattendus et inexpliqués étaient un signal d'alarme pour lui. « Plus élevé » a-t-il demandé. « De combien ?»« Oh, probablement rien, dis-je en agitant une main dédaigneuse. Je vais tirer ça au clair. »
Profitez de votre soirée. Je me suis éloignée, laissant la graine du doute plantée dans le sol le plus fertile possible. L'ouverture avait commencé. Une fois les assiettes du dîner débarrassées et le dessert servi, M. Harrison monta sur scène pour son discours principal. C'était un maître de cérémonie, tissant un récit d'excellence et d'ambition qui donnait aux parents l'envie de sortir leur chéquier. Il était charmant, drôle et totalement frauduleux. Finalement, il conclut. Et aucun de nos succès financiers ne serait possible sans le travail infatigable de notre APE, dirigé par notre incroyable trésorière, Clara Thompson. Applaudissons bien fort Clara, qui nous maintient tous dans le droit chemin avec les fonds des ventes de gâteaux. La salle offrit quelques applaudissements polis. Harrison me fit un clin d'œil depuis la scène, un geste d'une condescendance si profonde qu'il faillit me faire rire. Je me suis dirigée vers le podium, mes talons claquant doucement sur la scène polie. La clé USB était fraîche et solide dans ma main. Je l'ai insérée dans l'ordinateur portable, mon propre fichier de présentation apparaissant à l'écran. J'ai souri aux 200 visages qui me regardaient. « Merci, Monsieur Harrison », commençai-je, la voix égale et claire. « Et merci, chers parents, pour votre incroyable générosité cette année. » La première diapositive apparut sur l'écran géant derrière moi. Un diagramme circulaire coloré montrant les sources de collecte de fonds de l'APE. J'ai passé exactement 60 secondes à parler des ventes de papier cadeau et du carnaval d'Halloween. Je pouvais voir Harrison se détendre, sourire, pensant que tout se déroulait comme prévu. Puis, j'ai pivoté. Et il est si gratifiant de voir cet argent si bien utilisé pour nos élèves. Ce qui m'amène à la plus grande dépense en capital de l'école pour cet exercice fiscal, le merveilleux nouvel équipement pour notre théâtre. La diapositive changea. Le diagramme circulaire avait disparu, remplacé par un fond blanc épuré avec un texte en gras et noir, rénovation du théâtre, analyse financière approfondie. Le sourire de Harrison vacilla une fraction de seconde. Le spectacle allait commencer. Dans le cadre de notre engagement en faveur de la transparence fiscale, continuai-je, mon ton toujours placidement professionnel, je souhaitais fournir une brève ventilation de cet investissement significatif de 250 000 $. La diapositive suivante montrait un scan haute résolution de la facture de Prestige Theatrix LLC. Je la laissai afficher un instant. Puis, d'un clic, 2 colonnes supplémentaires apparurent à côté, les devis de 2 autres entreprises de fourniture théâtrale très réputées. L'un était de 140 000 $, l'autre de 165 000. Un léger murmure parcourut l'audience. Les gens se penchaient en avant sur leurs sièges. Comme vous pouvez le voir, le devis de Prestige Theatrix était substantiellement plus élevé que celui de ses concurrents, déclarai-je, comme si j'observais un fait curieux. Naturellement, en tant que trésorière, j'ai estimé qu'il était de mon devoir fiduciaire d'en savoir plus sur ce nouveau fournisseur à qui nous confions une somme aussi importante. La diapositive suivante était une capture d'écran du registre du commerce de l'État. Prestige Theatrix a été fondé il y a 4 mois à peine. Les murmures s'intensifièrent. Je vis le président du conseil d'administration, M. Henderson, fixer intensément l'écran, son air bonhomme disparu, remplacé par la concentration aiguisée d'un avocat plaidant. Elle n'a pas de site web, pas de numéro de téléphone répertorié et est enregistrée à une boîte postale. Clic. La diapositive suivante montrait le nom de l'agent agréé, David Finch. Clic. La diapositive finale de cette séquence était le clou du spectacle, la photo du propre fil Instagram de M. Harrison. Lui radieux, le bras autour d'un homme que je présentais alors. Et voici l'unique agent agréé de la société, M. David Finch, photographié ici avec son beau-frère, notre propre directeur, M. Harrison. La salle tomba dans un silence soudain et choqué. On aurait pu entendre une mouche voler sur la moquette épaisse. Je fis une pause, tournai légèrement la tête et regardai directement M. Harrison. La couleur avait complètement quitté son visage. Sa peau était d'un gris pâteux et moite, sa bouche légèrement entr'ouverte. Il ressemblait à un homme qui venait de voir un fantôme, le fantôme de sa propre carrière. Je ne lui ai pas laissé un instant pour se reprendre. Je me suis retournée vers le public, ma voix une lame enveloppée de velours. « Bien sûr, dis-je, un achat de cette ampleur ne se fait pas en vase clos. Il nécessite une supervision et une approbation départementale pour garantir que nos responsables académiques sont confiants dans l'investissement. » D'un clic, la diapositive suivante apparut, affichant le formulaire d'approbation du fournisseur signé. La signature flamboyante de Madame Albright était clairement visible dans la case « Approuvé ». Sa tête se tourna brusquement vers l'écran, ses yeux écarquillés de panique. «
Comme vous pouvez le voir, Madame Albright, la directrice de notre département de théâtre, a personnellement sélectionné Prestige Théâtrique au détriment des options plus établies et plus abordables. Je laissais l'information infuser. Et son dévouement a été récompensé. Immédiatement après cette approbation, Harrison a autorisé une subvention discrétionnaire spéciale de 50 000 $ au département de théâtre pour l'enrichissement du programme. La diapositive suivante était la plus accablante. Un organigramme que j'avais créé, montrant le transfert de fonds du compte général de l'école vers le fonds de subvention spéciale, puis une série de paiements de ce fonds à une société de conseil que j'avais retracée jusqu'à Madame Albright elle-même. C'était un schéma clair et indéniable d'un pot de vin. Une vague de murmures furieux déferla sur la salle de bal. Mais je n'avais pas fini. Je devais enfoncer le clou. Ce niveau de dévouement professionnel entre un directeur et une chef de département est vraiment quelque chose à voir, dis-je, ma voix baissant légèrement. Il témoigne d'une relation bâtie sur une confiance personnelle et profonde. Clic. L'image finale remplit l'écran. C'était la photo floue mais accablante du restaurant de Boston. Harrison et Albright, verre de vin se touchant, intimement proches, heureux et insouciants lors de leur faux voyage de conférence. Un hoquet de stupeur collectif, vif et bruyant, résonna dans la salle. C'était fait. Je n'avais pas haussé la voix, je n'avais pas accusé. J'avais simplement présenté les faits, et les faits les avaient condamnés. Les conséquences immédiates furent un chaos pur et simple. M. Harrison, le visage un masque grotesque de choc et de fureur, trébucha vers le podium, saisissant le microphone. « C'est un scandale. Une attaque calomnieuse » bafouilla-t-il, sa voix se brisant. Mais ces mots furent noyés par les cris de colère des parents se levant de leur siège. Madame Albright, laissant échapper un sanglot étouffé, se retourna et s'enfuit de la salle de bal, sa robe chatoyante, un phare pathétique de sa disgrâce. Tous les yeux étaient tournés vers Harrison, qui se tenait figé sous les projecteurs, un animal acculé. C'est M. Henderson, le président du conseil d'administration, qui rétablit l'ordre. Il monta sur scène, le visage de rage d'une rage contenue, et prit le microphone des mains tremblantes de Harrison. « Merci, Madame Thompson, dit-il, sa voix tonnant d'autorité, ses yeux trouvant les miens dans la foule avec un regard de respect sinistre. Il se tourna ensuite vers le public. « À la lumière de cette présentation, j'annonce la suspension immédiate et pour une durée indéterminée de M. Prey, Harrison et de Madame Albright, en attendant une enquête judiciaire complète et indépendante. Le conseil se réunira demain matin à 7 heures précises. » Il regarda ensuite directement Harrison. « La sécurité vous escortera hors des lieux. » Je ne suis pas resté pour assister à l'humiliation finale. Mon travail était terminé. Alors que Harrison était flanqué de 2 agents de sécurité de l'hôtel au visage sévère, je me suis dirigé calmement vers le fond de la salle où Sarah m'attendait, le visage fendu d'un sourire triomphant. Elle me tendit une flûte de champagne. « Clara Thompson, » dit-elle en levant son verre. « Le rapport de trésorière le plus glorieux de l'histoire de l'humanité. Nous avons trinqué, le son net et clair, un contrepoint parfait au vacarme d'un régime qui s'effondre. » Par-dessus l'épaule de Sarah, je regardais Harrison, non plus un roi mais un homme frénétique et suppliant, essayant de raisonner des parents qui lui tournaient maintenant le dos avec dégoût. Il m'avait sous-estimé. Il pensait que je n'étais qu'une mère. Il apprit, bien trop tard, que l'amour d'une mère, militarisé par l'esprit d'une experte comptable judiciaire, est la force la plus destructrice sur Terre. Le jour suivant, la communauté de Northwood Preparatory implosa. Les courriels fusaient, les téléphones ne cessaient de sonner, et une réunion d'urgence spéciale du conseil d'administration eut lieu. L'enquête, menée par une équipe d'auditeurs externes engagée par M. Henderson, fut rapide et brutale. En une semaine, ils avaient non seulement confirmé chacune de mes découvertes, mais avaient également mis au jour une foule d'autres petites combines et abus de pouvoir que Harrison avait commis pendant son court et désastreux mandat. Lui et Madame Albright furent officiellement licenciés. Le district scolaire, confronté à un scandale massif, annonça qu'il engagerait des poursuites pénales pour fraude et détournement de fonds. Ma partie préférée fut le plaisir coupable. Harrison, dans une tentative désespérée de contrôler le récit, envoya un long courriel décousu à l'ensemble des parents, se peignant comme la victime d'une vendetta personnelle et vindicative. La réponse fut un silence numérique assourdissant. Son pouvoir, bâti sur une fondation de charisme et de peur, s'était évanoui du jour au lendemain.
Madame Albright, fidèle à son archétype, se retourna immédiatement contre lui, engageant son propre avocat et tentant de se positionner comme un pion naïf dans son vaste complot. Sa loyauté, s'est-il avéré, était aussi fragile que son caractère. La directrice par intérim, nommée par le conseil, était une femme nommée Madame Gable, une éducatrice chevronnée avec une attitude pragmatique et des yeux bienveillants. L'un de ses premiers actes fut de m'appeler personnellement. « Madame Thompson, dit-elle, sa voix chaleureuse et sincère, j'ai examiné le dossier de votre fille et les circonstances de son éviction de la pièce de théâtre. Au nom de l'école, je vous présente, à vous et à Lily, nos plus profondes excuses. C'était une injustice, et nous allons la réparer. » Le spectacle d'hiver fut officiellement reporté de 2 semaines. Lorsqu'il fut reprogrammé, la distribution fut rétablie dans son état d'origine. Lily était de nouveau le rôle principal. La regarder sur cette scène, sous les nouveaux éclairages légalement acquis, fut une victoire plus pure que n'importe quelle vengeance. Sa voix emplit l'auditorium, claire et forte, et la lumière qui s'était affaiblie dans ses yeux brillait maintenant de l'éclat d'une supernova. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de réparation. 6 mois passèrent. Les saisons tournèrent, et le scandale de Northwood Preparatory passa lentement d'un incendie déchaîné à un récit édifiant chuchoté dans d'autres districts scolaires. Sous la direction stable de Madame Gable, l'école commença à guérir. La culture de la peur fut remplacée par une culture de transparence et de collaboration. Les 250 000 $, dont la plupart furent récupérés auprès de Harrison par des actions en justice, furent utilisés pour financer des bourses d'études pour des élèves défavorisés, une décision prise par le conseil des parents nouvellement habilités. J'avais discrètement démissionné de mon poste de trésorière de la paix. Mon travail là, bas était terminé, les comptes étaient réglés, à plus d'un titre. Je suis retournée à mon rôle de maman de Lily, à préparer des déjeuners et à conduire à l'entraînement de football, mais quelque chose en moi avait irrévocablement changé. L'histoire du gala, cependant, avait pris vie d'elle-même. Elle était devenue une légende locale. La discrète mère de l'APE qui, à elle seule, avait fait tomber une administration corrompue avec une présentation PowerPoint. Un après-midi, je reçus un appel d'une femme qui se présenta comme la directrice d'un groupe de défense de l'éducation à l'échelle de la ville. « Madame Thompson, dit-elle, j'ai entendu parler de ce que vous avez fait à Northwood. C'était extraordinaire. Nous avons des parents d'une 12aine d'autres écoles qui font face à l'obstruction, à des pratiques financières douteuses, à des administrations qui refusent de rendre des comptes. Ils n'ont pas vos compétences. Ils ont besoin d'un défenseur. » Elle me demanda si j'envisagerais de rejoindre leur conseil d'administration, peut-être pour diriger un nouveau comité de surveillance financière. J'ai d'abord hésité. Cette partie de ma vie, le monde des chiffres et de la confrontation, me semblait être un costume que j'avais accroché au fond de mon placard. Mais ensuite j'ai pensé à Lily, et à toutes les autres Lily dont la lumière pourrait être affaiblie par l'arrogance d'hommes comme Harrison. J'ai pensé au sentiment de détermination froide et claire à la table de ma cuisine cette nuit-là. Je n'avais pas seulement dénoncé une fraude, j'avais redécouvert une partie de moi-même. J'ai dit oui. 2 ans plus tard, je me tenais de nouveau à un podium. Cette fois, ce n'était pas la salle de bal d'un hôtel, mais la scène principale d'une conférence nationale sur l'éducation à Washington, D.C. Le petit groupe de défense que j'avais rejoint était maintenant une organisation à but non lucratif florissante que j'avais bâtie en partant de zéro. Nous étions l'initiative pour la responsabilisation dans l'éducation, et j'en étais la fondatrice et la directrice exécutive. Nous avions un personnel de 10 personnes, dont 2 avocats à temps plein et une experte comptable judiciaire que j'avais moi-même formée. Nous fournissions des services pro bono aux parents et aux enseignants, leur donnant les outils pour exiger la transparence de leur système scolaire. Nous étions devenus une force de changement reconnue et respectée. Ma vie était méconnaissable. Je n'étais plus seulement Clara Thompson, la maman de Lily. J'étais une avocate respectée, une stratège, une voix pour ceux qui étaient systématiquement ignorés. Mes journées étaient remplies de sens, avec le travail complexe et satisfaisant de dénouer des nœuds et de dire la vérité au pouvoir. J'étais au milieu de mon discours d'ouverture, racontant l'histoire de Northwood non pas comme un conte de vengeance, mais comme une étude de cas sur le pouvoir des données et l'importance de l'engagement parental. En regardant l'auditoire d'éducateurs, d'administrateurs et de parents, j'ai vu Lily au premier rang, maintenant une collégienne pleine d'assurance, assise à côté de Sarah. Elle me regardait avec une expression de fierté telle qu'elle m'a presque coupé le souffle. J'ai conclu mon discours avec la leçon que j'avais apprise à travers tout cela. Il y aura toujours ceux en position d'autorité qui confondent le silence avec l'acquiescement et la gentillesse avec la faiblesse,
dis-je, ma voix résonnant avec la clarté d'une expérience durement acquise. Ils opèrent sous l'illusion qu'ils sont les seuls assez intelligents pour comprendre le jeu, mais ils commettent systématiquement une erreur fatale. Ils sous-estiment la femme silencieuse et observatrice dans la pièce. Et ça, je vous l'assure, c'est l'erreur la plus dangereuse, la plus ruineuse qu'ils ne feront jamais. Les applaudissements furent assourdissants. C'était le son d'une réinvention triomphale.